Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et avec moi, autour de cette table, pour cette deuxième heure, Victor Hérault. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir, Gilles Boutin. Bonsoir, Pierre. Journaliste politique économique au Figaro. Bonsoir, Jean Garrigue. Bonsoir. C'est notre invité de 20h10. Jean Garrigue, historien et président de la Commission internationale de l'histoire des assemblées. Vous avez écrit beaucoup justement sur le régime parlementaire, sur les assemblées, sur l'Assemblée nationale qui aujourd'hui est dans un... C'est même pas le point mort, c'est le frein à main, parce qu'on est dans 3 couloirs de nage et c'est très très difficile de les départager puisque personne ne veut travailler avec quiconque. Quand vous entendez le Premier ministre qui vient d'être nommé dire de Mayotte que c'est un territoire international au détour d'une phrase, c'est certainement, on connaît vous et moi François Bayrou depuis longtemps, c'est certainement une faute de quart, mais ça fait désordre, on va dire. Je vous le concède volontiers, de la part d'un aussi fin politique que François Bayrou, qui a quand même une expérience de 40 ans dans la vie publique et qui est un homme cultivé. Je mettrais ce lapsus sur le compte de la fatigue peut-être et d'un moment déjà de tension alors qu'il extrême. vient de commencer. C'est peut-être conjoncturel, mais c'est une grosse faute politique et qui d'emblée le met dans la nasse des critiques qui viennent de partout, y compris d'ailleurs de son propre camp, puisque Yael Braun-Pivet a dit qu'elle estimait qu'il aurait mieux fait d'aller à Mayotte plutôt qu'à Le Pau. matin même. On ne peut pas, à mon sens, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être parti à Mayotte, d'autant plus que Bruno Retailleau, d'autres ministres y étaient, et que il a peut-être aussi. Mais on peut lui reprocher d'être allé à Pau, peut-être. Et voilà, on peut lui reprocher d'être allé à Pau, c'était pas le moment. Et d'avoir parlé du cumul des mandats. Voilà, c'était pas le moment, tout simplement. Il y a des questions de timing dans la cette bourde énorme, elle va le suivre pendant des années. Je veux dire, c'est un truc qu'on va découvrir au zapping encore dans 10 ans, 20 ans, 50 ans. C'est une certitude, mais au fond, il y en a eu d'autres. Il y a eu cette image où il avait donné une petite claque, une petite gifle, pas très forte d'ailleurs, à un gamin qui lui faisait les poches. Ça lui est resté. C'est pas exactement sur le même registre, non, Jean Garrigue. Évidemment, on n'est pas sur le même registre. Une erreur digne d'un élève de CM1 et une gifle qu'on donne parce que ça vous pousse comme ça, parce que on vous fait les poches, c'est quand même pas agréable de se faire les poches. Je suis complètement d'accord avec vous. À une époque où il y avait beaucoup d'argent liquide encore en plus. Exactement, non. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont plutôt abondé dans son sens à ce moment-là. Mais là, c'est une grosse fausse politique. Mais il me semble malgré tout que le Bayrou bashing, qui ne va pas tarder à arriver, il a commencé, ne devrait pas non plus nous obstruer ce qui est quand même l'impératif de l'heure, c'est-à-dire sortir un peu de l'impasse politique et trouver un gouvernement qui gouverne. Donc c'est quand même ça l'essentiel. Mais qu'est-ce qui lui a pris, François Bayrou, d'accepter la proposition d'Yael Braun-Pivet, parce que visiblement c'est une proposition de l'Assemblée nationale, de se donner à cet exercice du... alors nous sur CNews par exemple, on fait des face à Bardella, face à Manon Bry, face à... Voilà. Là c'était face aux députés, il est tout seul, il n'y a pas de gouvernement, il s'est dit je vais pouvoir répondre à toutes les questions. D'habitude ces différents ministres qui... on se retrouve quand même une rafale, et encore une fois assez violente, notamment de certains groupes politiques, et il faut répondre à tout. Enfin, c'est un peu casse-gueule, pardonnez-moi l'expression. Là-dessus, il faut connaître un peu l'histoire de François Bayrou et de sa famille politique. Ce sont des parlementaristes. L'idée de se présenter devant le Parlement, c'est quelque chose qui est cohérent avec l'idée que François Bayrou se fait des institutions. Et il a dit à plusieurs reprises, et que d'ailleurs, à la faveur de cette crise, on retourne vers le Parlement. On le sait, c'est aujourd'hui devenu le pivot du débat politique, du débat public. Moi, ça ne me paraît pas choquant. Non, ce qui est choquant, c'est d'une part le voyage éclair à Pau, d'avoir remis sur le comment dire, au cœur des questionnements cette idée du cumul des mandats, qui est une vraie question. Mais pas opportune, pas maintenant. Et puis la bourde sur, évidemment, le territoire national. Gilles Boutin du Figaro. François Bayrou est persuadé de pouvoir rassembler sur sa personnalité. Or, il se trouve que là, il est embarqué dans des négociations âpres avec tous les partis. Pensez-vous qu'il puisse réussir son pari de composer un gouvernement rapidement, le tout en le fondant sur sa personnalité, sur son charisme? Sachant qu'il se voit avec le président, je crois, à peu près en ce moment, Alors, sur le gouvernement.
c'est pas uniquement une question de popularité ou de charisme. Il y avait un style Barnier qui lui a permis aussi à un moment donné, notamment par rapport à l'opinion, de donner l'impression qu'il pouvait être l'homme du compromis. L'idée du compromis politique, elle est inscrite dans l'ADN de François Bayrou depuis au moins 2002, depuis le moment où il a quitté la nébuleuse de la droite et du centre, assez courageusement d'ailleurs, et où il a accepté notamment un dialogue avec les socialistes, qui l'a conduit à soutenir Ségolène Royal en 2007 et François Hollande en 2012. Donc, l'idée qu'on puisse élargir le socle commun qui existait à l'époque déjà lointaine de Michel Barnier, de l'élargir à une partie de la gauche non LFI, c'est pas une idée totalement absurde quand on connaît précisément non seulement le parcours de François Bayrou, mais aussi les liens et les discussions qui existent depuis, y compris depuis 2022, entre le MoDem, le parti de François Bayrou, et les socialistes. Il y a eu des votes communs, des négociations communes, y compris au moment du vote du budget Barnier. Il y a des rapprochements qui existent. Donc, il est, pour ce faire, dans cette injonction de l'élargissement, il peut être mieux placé que son prédécesseur, d'autant plus que, et j'en termine là, on a bien vu que l'accueil du Rassemblement national a été quand même pas du tout le même. Étrangement bienveillant. Ouais, c'est-à-dire que Marine Le Pen a dit j'ai été écoutée, alors que à la première entrevue avec Michel Barnier, elle a dit je n'ai pas été écoutée. Voilà, Victor Ayrault. Eh bien, en parlant de Rassemblement national, dans sa question au Premier ministre, Laure Lavalette, donc députée du Rassemblement national, a pointé du doigt la responsabilité, ou plutôt l'irresponsabilité du barrage républicain, en indiquant que c'était précisément ce barrage républicain qui avait empêché au Rassemblement national, en tous les cas c'est pour ça qu'il s'est constitué, d'obtenir une majorité, et que le grand problème que nous voyons aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas de majorité à l'Assemblée nationale. Quelle est votre position vis-à-vis de ce barrage républicain ? C'est évidemment une vraie question, parce que ce front républicain, dont on voit bien qu'il était quelque part factice, puisque il n'a pas donné lieu à une majorité de gouvernement, ce front républicain a eu pour effet paradoxal de transformer le Rassemblement national en maître du jeu, puisqu'on voit bien, on a vu ça au moment du gouvernement Barnier, que c'est la décision ou pas de censurer venant du Rassemblement national qui fait la différence et qui permet de mettre en place ou de faire durer, de pérenniser un gouvernement. Donc, on peut véritablement se poser cette question, d'autant plus que ce front républicain, il est une alliance électorale de circonstances dont la France insoumise est aujourd'hui exclue, et dont elle s'exclut elle-même, puisque la stratégie de Jean-Luc Mélenchon est très claire, c'est une stratégie présidentielle qui l'écarte de toute culture du compromis. Or, on a besoin aujourd'hui de la culture du compromis. C'est ce qui s'est passé lors de ces élections législatives était aux antipodes de cette culture du compromis qui est devenue nécessaire par le biais de ces élections. On est dans quelque chose de totalement paradoxal. Alors l'unification et le compromis et se parler les uns les autres, c'est justement ce qu'a dit tout à l'heure François Bayrou devant la représentation nationale. Je ne dissimulerai rien. Je ne laisserai rien sans traitement et sans réponse. Tous les problèmes que vous avez indiqués, qui tiennent à la dépense publique, qui tiennent aux fractures de la société française, j'essaierai de les résoudre. J'essaierai pour les autres, les fractures, de les résorber. Et j'essaierai de le faire en tenant compte de chacun des groupes, en tout cas, qui siègent sur ces bancs. Je ne fais pas de différence entre les députés. Et là, tu as envie de dire bon courage. Oui, c'est la quadrature du cercle. On est dans une situation qui est totalement insoluble a priori, à moins d'avoir, je dirais, chevillé au corps du côté de nos responsables politiques cette idée de l'intérêt général, qui a conduit, par exemple, au lendemain qui a conduit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à un gouvernement d'union nationale, mais bon. C'est le fameux faire nation du général de Gaulle, mais aujourd'hui, chacun y voit ses petits intérêts. Et bien sûr, c'est une évidence. Ce qui est intéressant dans la démarche de François Bayrou,
au moins dans le discours, c'est que précisément, il ne ferme aucune porte. Et ça, avoir fermé la porte, ça a été une erreur de Michel Barnier, et ça a été une erreur, alors là, que moi je fais remonter en 2022, peut-être même en 2017, d'Emmanuel Macron. Il n'a pas discuté non plus, ni avec LFI, ni avec le RN, François Bayrou, au début. Alors, donc là, maintenant, il leur ouvre la porte, mais pour les discussions d'avant la prise de parole, il n'y a pas eu de consultation. Mais il y a au moins, semble-t-il, à enregistrer les réactions de Marine Le Pen et du Rassemblement National, il y a au moins une volonté là, peut-être d'écouter, et ça me semble indispensable. La gauche et ce fameux Front républicain se sont arc-boutés sur cette idée d'exclure le Rassemblement National précisément de cet arc républicain. Je pense on parle plus d'arc républicain, d'ailleurs, ça a changé, la sémantique a changé, on parle d'arc de gouvernement. Mais vous ne pouvez pas laisser 11 millions d'électeurs en dehors du champ démocratique. Ça veut dire qu'on les respecte pas. Ça veut dire qu'on ne les respecte pas, ça veut dire qu'il faut écouter au moins ce que demandent les électeurs, et surtout, et c'est là que ça va être évidemment très compliqué, que ça se traduise dans la politique qui va être menée. Or, cette politique, notamment sur les questions, là aussi il faut dire les choses clairement, les questions d'immigration, d'identité, de sécurité, c'est précisément ce qui est repoussé de manière catégorique, c'est la ligne rouge pour la gauche. Or, on a besoin aussi de la gauche pour gouverner. Oui, c'est la quadrature du cercle. Gilles Boutin. Oui, c'est ce que... Enfin, j'allais abonder dans votre sens, parce que... Bon, il dit qu'il est prêt à ne pas utiliser le 49.3, sauf sur le budget. Il ne ferait pas de loi immigration, effectivement. Donc, il déclenche la colère de LR. Reprenons la formule de Vincent Trémollet de Villers sur Europe 1. Je l'ai déjà dit, mais enfin, elle est tellement bonne que je la reprends. C'est Roland Garros avec des balles en mousse. Non mais ça génère un gel, forcément. Je veux dire, il a quand même 3 grands blocs. Ça ne change pas la réalité des grands blocs politiques. Par son discours, il dit qu'il veut du consensus, en excluant moins les extrêmes. Mais bon, en réalité, ça ne change pas grand-chose. Donc on se demande ce que ça change réellement par rapport à Michel Barnier. Je vous dis, on est dans une situation, dans un paysage politique qui est celui de la 3e ou de la 4e République. La 4e République, ils avaient réussi à constituer une 3e force entre, d'un côté les communistes, de l'autre côté des gaullistes. Ce serait une hypothèse qui permettrait aujourd'hui au moins de gouverner en essayant de tabler sur une non-censure des différents partenaires. Mais dans la situation actuelle, je le répète, ça me paraît difficile de ne pas tenir compte, au cas où François Bayrou réussirait à constituer un gouvernement de ce type, duquel d'ailleurs la gauche s'est exclue, soyons précis. Donc ce serait très différent de la 3e force, à laquelle participaient les socialistes sous la 4e République. Mais cela ne pourrait fonctionner, je le répète, que au cas où le Rassemblement National, à un moment donné, n'ait pas le besoin, par rapport à ses électeurs, par rapport à ses militants, de déclencher la censure. Ça veut dire qu'il y a des concessions à leur faire. Moi, je vais vous dire, s'il y a des insoumis qui un jour deviennent gaullistes, pourquoi pas, tout arrive. Il y a des choses très très étonnantes qui se passent dans le monde. Ce qui est étonnant, par exemple, c'est que ce parti qui réclame... Tout à l'heure, nous avions Perceval Gaillard, qui est député LFI de La Réunion, et était très très curieusement modéré par rapport à ceux qu'on a l'habitude d'entendre, Monsieur Caron, Madame Panot. C'était d'ailleurs assez étonnant de l'entendre parler, et surtout de la situation de Mayotte, parce il est de La Réunion. Pardon, oui, je crois qu'il ne faut pas forcément attendre beaucoup de choses de la part de la France Insoumise, parce que je le répète, la France Insoumise, c'est d'abord la stratégie présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Donc l'opposition pure. Mais même Marine Le Pen, qui là a dit quand même tout récemment dans ce milieu de soirée que elle s'attendait à une présidentielle anticipée parce que la situation de M. Macron était fragile. Donc à force de pousser... Sauf que la présidentielle anticipée, dans l'état actuel des choses, n'aurait aucun sens, puisque le nouveau président ou la nouvelle présidente se retrouverait face à une assemblée divisée en 3 blocs. Donc ingouvernable, et on reviendrait au même problème où des majorités de censure pourraient se constituer. On ne peut qu'attendre au moins les juillet 2025, c'est-à-dire une dissolution. Merci beaucoup Jean Garrigue d'avoir été avec nous. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve.
cœur de la polémique, François Bayrou. On va réécouter cette boulette intersidérale de Monsieur Bayrou. Tiens. Vous dites que le gouvernement n'était pas à Mayotte, ce n'est pas exact. Il y avait deux ministres, le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Outre-mer, qui étaient hier à Mayotte, et le président de la République a annoncé qu'il irait à Mayotte. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le président de la République quittent en même temps le territoire national. Surtout que, disons-le humblement, j'ai la responsabilité de proposer au président de la République un nouveau gouvernement, et je le ferai dans les délais les plus rapides, comme nous en sommes d'accord avec le président de la République. Alors, c'est un peu comme dans les sketchs de Coluche, il y en a un qui suit, je sais pas si vous entendez, il y en a un là qui dit « C'est la France, monsieur le Premier ministre, c'est la France !» Bon, bref, je permets de dire que puisqu'il parle des deux ministres qui étaient sur place, le ministre de l'Outre-mer, monsieur Buffet, sera l'invité de Dimitri Pavlenko demain matin à 7h10. Bon, est-ce qu'on se relève d'un truc pareil, Gilles Boutin ? Ça commence très mal. Mais François Bayrou a la capacité de s'en relever parce qu'il échappe, il ressuscite de toutes les bourdes et même de toutes les morts politiques possibles. Donc, c'est vrai. Si ce n'est que ça, j'ai envie de dire, il est plus grave. Oui, il est armé pour. Je ne dirais pas que c'est à mettre sur le compte simplement de la fatigue. Il a tout de même cumulé un certain nombre de bourdes dans son histoire. Il y en a une qui a réémergé d'ailleurs sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps lors d'une conférence à Sciences Po où il expliquait qu'il faudrait créer des heures de baignade pour des femmes qui auraient, à force d'âge, un physique moins gracieux. Enfin, il s'est vraiment enfoncé là-dessus. Donc, ce n'est pas nouveau. Maintenant, ce qui est terrible, c'est que François Bayrou, sur le fond, ne dit pas des choses fausses. Et effectivement, il a intérêt à rester en France pour former son gouvernement. Il ne devait pas aller à Pau, effectivement. Il s'est même fait tancer par un élu local qui lui a rappelé cette évidence. Je crois que François Bayrou doit surtout faire attention à lui-même dans tout cela. Parce que le fait qu'il ait voulu, par exemple, aller à Pau, malgré la situation à Mayotte, montre qu'il manque d'élasticité, on va dire. C'est-à-dire qu'il avait prévu ça. Il s'était dit, je vais marquer un gros coup en défendant cet ancrage territorial, les doubles mandats, mais il a mis complètement de côté la décence, enfin le bon sens, voilà, exactement, que commandait la situation. Donc, il a intérêt à prendre des notes de cette séquence très dommageable pour lui, pour ne plus commettre ces erreurs à la suite, parce qu'on ne lui pardonnera pas. On lui pardonnera pas, vous êtes d'accord, Victor Hérault ? Sur cette question-là du territoire international, bon, on comprend qu'il voulait dire métropole. Oui, c'est une bourre de mouse costaud. Je lui jetterai pas non plus la pierre. C'est peut-être je serai celui qui va le plus les Maillotais ont sans doute besoin de solidarité. Non, mais je retiendrai votre mot, il s'enfonce. Plus il s'expliquait, déjà je ne comprends pas le principe d'organiser des questions pour le Premier ministre, des questions au Premier ministre face à une assemblée alors qu'il n'a ni gouvernement, ni discours de politique générale, ni même feuille de conduite, ni programme. Il passe du coup pour le Premier ministre qui n'a pas de réponse aux questions qu'on va lui poser. Ça, je n'ai pas compris l'exercice. Et puis, je l'accuserai plutôt, ou je lui tiendrai rigueur plutôt d'autre chose. Lorsqu'il explique aux députés... écoutez, j'ai suivi la réunion de crise comme le ministre de l'Intérieur en visioconférence, façon de se dédouaner. Bon, la différence étant que le ministre de l'Intérieur, lui, était sur place à Mayotte, et il dit j'ai suivi la visioconférence de la première à la dernière minute. Selon les informations de Valeurs Actuelles, c'est faux. Il a loupé, pardonnez-moi l'expression, les 20 dernières minutes pour son conseil municipal de Pau. J'ai discuté avec des participants qui m'ont dit non, il était absent pendant les conclusions. Il est parti, il a quitté la visioconférence pendant les 20 dernières minutes. Il n'a pas assisté aux conclusions du président de la République. Ça, à la limite, bon voilà, mais il n'a pas assisté aux consignes que donnait le président de la République pour pouvoir réagir rapidement. Alors justement, puisque il est parti et qu'il s'est retrouvé donc à la mairie de Pau, puisqu'il fallait évidemment y aller, c'est difficile d'y aller en métro. Écoutez, donc il est arrivé à Pau et puis il a tout d'un coup parlé du cumul des mandats. Donc on l'a dit tout à l'heure avec Jean Garrigue, c'était ni l'heure ni l'endroit. Écoutez, Laure Lavalette ce matin sur TF1.
C'est pas un cumul des mandats, puisque c'est un mandat et une fonction. C'est pas encadré par la loi, ça. Exactement, c'est pas encadré par la loi. Voilà, c'est à lui. Après, on a aussi envie d'avoir des personnes en fonction qui soient enracinées. Donc c'est toute cette question de savoir est-ce qu'il aura matériellement le temps, est-ce que ses équipes seront suffisamment costauds, parce que c'est quand même évidemment de gros jobs. Mais le RN au pouvoir serait pas choqué par cette idée? Probablement, la question qu'on se pose, c'est sur le cumul des mandats, sur député-maire. Nous, on pense qu'effectivement, c'est sûrement possible en dessous d'un certain seuil, qui n'est pas encore évidemment défini, mais savoir à partir de quelle ville est-ce qu'on pense que ça devient problématique d'être à la fois député et maire. Voilà, donc Laure Lavalette qui vient sur le fond de l'histoire du cumul des mandats. Écoutez, Manuel Bompard sur ce sujet. Je suis opposé à l'idée qu'on puisse être maire et député. Je pense que c'est une erreur. Et alors, je vais vous dire franchement, je trouve ça assez stupéfiant qu'on considère qu'on puisse être Premier ministre de la France et maire d'une grande ville comme celle de Pau. Il me semble que Premier ministre, on est déjà bien occupé, que maire de Pau, on est déjà bien occupé et qu'on n'a pas besoin de faire les deux choses en même temps. Alors, je trouve que Monsieur Bayrou fait une grave erreur en s'accrochant à ce poste de maire. Pourquoi s'accroche-t-il? Je pense que tout le monde a compris. Parce qu'il sait très bien qu'il est en sursis comme Premier ministre et que sans doute son mandat va pas durer très très longtemps. Et enfin, Olivier Faure ce matin sur France 2. La place du Premier ministre, effectivement, n'était pas à Pau hier soir. La priorité, c'est Mayotte. J'ai eu du mal à comprendre, y compris la sortie sur le retour du cumul des mandats, qui n'est pas du tout une priorité pour les Françaises et les Français. Et même si on me parle régulièrement sur les marchés de pouvoir d'achat, de services publics, jamais personne ne m'a parlé ni de proportionnel, ni de retour du cumul des mandats. Le Premier ministre s'égare quand il évoque ces sujets qui ne sont prioritaires ni dans la période, ni pour les Françaises et les Français, et je souhaite qu'ils reviennent aux considérations qui nous sont rappelées en permanence par nos concitoyens. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je donne plutôt un point à Olivier Faure et j'enlève un point à Laure Lavalette, parce que honnêtement, il n'est même pas question, là dans la situation dans laquelle on est, d'aborder la question du cumul des mandats. Alors Lavalette, elle s'engouffre dans son interview en parlant oui, peut-être, ça dépend, faut voir peut-être la proportionnelle, pourquoi pas. Enfin, non. Olivier Faure, il dit attendez, voilà. Revenons aux priorités. Et puis Bompard, il dit c'est peut-être assez occupant d'avoir un poste de Premier ministre et éventuellement de maire de Pau. Je ne comprends pas comment on peut encore tomber dans le piège de se dire qu'on va aller là-dessus, alors qu'en fait, il n'est pas question de ça, quoi. C'est une question même pas secondaire, c'est tertiaire, cette question-là. Maintenant, je crois que François Bayrou a fait, évidemment, une erreur de symbole, bien entendu. Il a pas voulu faire diversion, quand même, non? Je suis pas à ce point. J'adhère un petit peu, et vous m'entendrez pas souvent dire ça, à la thèse de Manuel Bompard, qui dit, effectivement, le Premier ministre, sachant qu'il n'est peut-être plus en place dans un mois, a peut-être plutôt intérêt à ne pas quitter tout de suite la ville de Pau. Maintenant, je crois qu'il n'est pas non plus en difficulté électoralement à Pau. Donc, c'est un petit peu absurde. Je crois que François Bayrou a voulu surjouer cette histoire d'enracinement, alors que je crois même qu'il n'en avait pas besoin, parce qu'on sait que François Bayrou est un homme enraciné, on le sait qu'il a cette préoccupation-là à cœur, il n'avait pas besoin, et vous parliez de manque d'élasticité, c'est exactement ça, il n'avait pas besoin de manifester le manque d'élasticité, le manque de flexibilité, quand on veut pas dire que quelqu'un s'est complètement planté sur toute la ligne, on dit il manque d'élasticité. Dans le calendrier, c'était pas plutôt prioritaire. Non mais c'est vrai, c'était pas prioritaire, et il a voulu se maintenir à ce calendrier-là, ce qui était parfaitement idiot. Je pense que dans la psychologie de François Bayrou, Pau occupe une place réellement à part, mais bien plus que pour d'autres élus locaux. C'est-à-dire qu'il en a fait sa zone de survie. C'est-à-dire c'est là que, tel le Phénix, tu disais, il renaît à chaque fois. Mais Matignon aussi. Oui, il en a rêvé toute sa vie. Oui, bien sûr. Mais là, on peut utiliser l'image qu'on veut. C'est il n'y était pas encore passé, qu'on a essayé de tuer plusieurs fois et puis qui à chaque fois se relève. Que Pau, que ce soit en tant que maire ou d'autres statuts d'élus, représente cela à ses yeux. Et on se souvient lors de son élection, je crois, à la mairie de Pau, son émotion, il pleurait, vraiment. Tellement il était ému parce qu'il avait survécu à la disparition de ses partis. Et donc, je crois que dans sa psyché, cette ville est essentielle. Et donc, il n'a pas voulu la laisser de côté et il considère que jusqu'au bout, ça sera le gage de sa survie politique. Vous êtes naïf. Absolument pas. Il faut croire à la dimension psychologique dans les décisions politiques. Vous êtes d'une naïveté. Vous êtes jeune, Gilles Boutin, mais vous êtes naïf. Alors, dites-moi pourquoi. Parce que, en même temps, vous avez des gestes de François Bayrou qui ne trompent pas. Souvenez-vous,
d'un geste. On va parler tout à l'heure, je crois que c'est Jean Garrigue qui parlait du geste où il avait baffé un enfant de 11 ans. Je parle pas de ce geste-là. Souvenez-vous d'un geste où il arrive à une soirée, il enlève son manteau et il balance son manteau à, on imagine, une collaboratrice qui est là pour le récupérer. Le mépris qu'il y a dans ce geste, la façon dont on se débarrasse. Tiens mon Jacouille, oui, et le film Les Visiteurs, là, tiens, tu vas... Et il balance la nourriture sur le tapis. C'est exactement ça. Moi, je me souviens, on va retrouver avec les équipes d'Europe 1 Soir quelle était l'année de ce geste on en a parlé, mais pendant des semaines de ce geste-là. On me dit 2002, mais peut-être on est en train de vérifier. Mais ce geste a 22 ans. Qu'est-ce qu'on en a parlé? Mais ce n'est pas parce qu'il a un attachement fondamental à sa région et à sa ville qu'il a pour autant de l'empathie. Non, moi ce que je dis, c'est que le jour où il a pleuré, c'est un bon acteur. C'est ça. Moi, ma thèse, c'est qu'il sait, comme tous les acteurs, ils savent, dans la minute, pleurer, rire, exprimer la colère, etc. Il a fait son Obama avant l'heure. Donc peut-être 20h43. Et visiblement, c'est pas 2002. Mais on vous dit ça dans la demi-heure qui vient. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Alors, je remercie Capucine Patouillet pour avoir fait les recherches de ce geste tellement méprisant de ce manteau lancé. Alors, en 2019, il était accompagné d'Édouard Philippe, qui était alors Premier ministre, et ils se rendaient tous les deux à la mairie de Pau. Il rentrait à l'hôtel de ville, il a donc jeté ce manteau qui a été récupéré effectivement par une collaboratrice, et il a tweeté, François Bayrou, il a tweeté ça, parce que c'est ça qui est formidable, c'est qu'on explique toujours, quand on a merdé, on essaie d'expliquer des trucs, et alors c'était encore plus savoureux généralement que le geste. Alors écoutez bien. Autrefois, on lançait la jarretière de la mariée pour savoir qui convolerait dans l'année. À la mairie de Pau, le dispositif a été amélioré. Celui ou celle qui est capable de se saisir du manteau sans faire d'en avant reçoit une promotion. C'est Isabelle Deluga qui a donc gagné. M'interrogez pas, ça confirme une chose, c'est que François Bayrou creuse toujours plus profondément une fois qu'il est parti dans une mauvaise passe. Faut qu'il arrête, en fait. Faut qu'il arrête de se défendre. Et surtout, il faut qu'il désigne quelqu'un pour lui faire des signes, pour vraiment s'arrêter et qu'il écoute ses conseillers. Oui, c'est ça, c'est que. C'est du foutage de gueule, là. Appelez ça comme vous voulez.